Bonsoir Philippe. Bonsoir Jean-Dominique. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et puis la bonne nouvelle, c'est que la porte reste ouverte. Et donc merci de votre fidélité. C'est vrai que c'est un grand bonheur de vous retrouver à intervalles réguliers. Merci à Liliane pour son hospitalité. Merci. Parce que c'est un work in progress et c'est vrai qu'il n'est pas d'autre chemin dans la vie que d'essayer de faire cas de ce qui nous arrive, de donner du sens, de voir en quoi ça vient nous confronter intérieurement, nous pousser parfois dans nos derniers retranchements pour rester en contact avec nos valeurs fondamentales, et puis aussi toujours dans la confiance que les crises individuelles, collectives viennent dire quelque chose. Et viennent montrer notamment des besoins d'évolution. On connaît cette expression de crise de croissance. Alors un point de départ auquel on a réfléchi, c'est la révision de la compréhension que j'avais des cellules imaginales, qui est un concept dont Liliane m'avait informé il y a longtemps et qui m'a beaucoup aidé sur ma route, parce qu'effectivement, ça permettait d'emblée de proposer une métaphore constructive par rapport à ce qui nous arrivait, sauf que j'avais mal compris l'affaire. Donc les cellules imaginales, c'est dans un processus de transformation biologique, comme celui de la chenille qui se transforme en papillon, il y a de nouvelles cellules qui apparaissent pour permettre l'émergence du papillon, et avais-je cru à tort, la chenille sécrète par son immunité des moyens d'attaquer ces nouvelles cellules parce qu'elle ne veut pas s'engager dans la transformation, mais les cellules imaginales se mettent en lien, il y en a de plus en plus qui apparaissent et elles finissent par vaincre et gagner, le papillon apparaît et youpi, la fin de l'histoire est très belle. Alors évidemment que c'est une métaphore qui m'a plu parce que je trouvais qu'elle décrivait assez bien certains aspects de la réalité que nous vivions, sauf que j'avais totalement mal compris la deuxième partie. Ça n'est pas comme ça que cela se passe, mais ce que j'ai découvert depuis est encore mieux, si c'était possible. C'est-à-dire que ça n'est pas que le système immunitaire de la chenille se mette à attaquer les futures cellules de papillon, mais c'est que dans le même temps qu'apparaissent ces nouvelles cellules, la chenille sécrète un poison qui détruit les anciennes cellules. En d'autres termes, elle s'autodétruit. Alors, c'est là où nous en sommes, j'ai envie de dire, et ça sera peut-être le point de départ de notre exploration, parce que si tant est que la métaphore soit adéquate, elle répond aussi en partie à ce questionnement lancinant qui nous habite, mais bon sang, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tout ce qu'on avait l'habitude de faire, des pétitions, des protestations, des courriers aux autorités, des manifestations dans la rue, ne marche plus, même dans des proportions encore plus massives que ce qui a existé dans le passé. Et donc c'est vrai qu'on est aussi pris avec ce ressenti d'impuissance. Des années plus tard, ça continue, ils n'ont toujours pas révisé ce qu'ils avaient fait, le mensonge n'apparaît toujours pas au grand jour, donc il y a un certain sentiment de frustration, sinon de désespoir, qui peut apparaître chez nous. Mais si cette métaphore est adéquate, au fond, on peut aussi prendre confiance dans le fait que le système est en train de s'autodétruire. Et au fond, on pourrait bien sûr, et c'est bien qu'on continue à agir, il ne s'agit pas de faire l'éloge de la passivité, je pense que ni vous ni nous ne sommes suspects de tomber dans cette tentation, mais en même temps de se dire que notre meilleur allié, c'est la manière dont leur délire est en train de les détruire eux-mêmes. Alors pour en donner juste deux exemples, mais un, ça pourrait être l'univers de la presse. Bon, je n'ai pas besoin de redire du mal des soi-disant journalistes qui restent et des organes de presse. Je crois qu'à ce stade-ci, on ne tire même plus sur une ambulance, mais sur un grabataire agonisant. Mais toujours est-il que c'est bon, je veux dire, ils se sont auto-flingués. Donc il n'y a plus que de très vieux boomers complètement abrutis qui attachent encore la moindre importance à ce qu'ils sont en train de raconter. Mais en ce qui concerne la société dans son ensemble, c'est bon, le travail est fait. On n'a pas besoin de leur taper dessus davantage. Ou un autre élément, c'est la question vaccinale, pour laquelle on observe qu'aujourd'hui, la méfiance vaccinale n'a jamais été aussi élevée. La méfiance vis-à-vis de la médecine industrielle et pilotée par intelligence. Donc vous voyez, ils sont par leurs outrances en train de créer leur propre autodestruction. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas mettre des petits coups de pied de l'âne ou des petits croche-pattes en cours de route, ne serait-ce que pour le plaisir.
et pour notre propre santé mentale. Hein. Mais en même temps, peut-être pouvons-nous être nourris d'un certain optimisme possibiliste, dirais-je, pour faire plaisir à Philippe, hein, quant au fait que, vous voyez, la chenille sécrète son propre poison. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc la question, à certains égards, sera comment est-ce que nous nous situerons une fois que l'effondrement aura achevé de se produire, hein, sachant qu'a priori, c'est pour dans pas très longtemps. Quand on voit notamment la situation de la France, c'est bon, ils sont en train de plonger et voilà, ça va venir assez rapidement. Donc voilà, c'est une hypothèse de travail bien sûr, mais qui, si elle est vraie, devient quelque part rassurante, c'est-à-dire que cette espèce de monstre délirant est engagé en fait dans une forme d'autodestruction. Mais en y réfléchissant avec Philippe à côté avant de vous rejoindre, il nous disait que cela ressemble beaucoup à une bifurcation. Donc, Maestro, est-ce que tu es d'accord de nous expliquer ce qu'est une bifurcation et en quoi ce que nous vivons semble s'inscrire dans cette perspective? Alors, une bifurcation, c'est quand un système prend une direction suite à un hors équilibre. Alors, je vais vous l'expliquer plus clairement. Et avant de rentrer sur la bifurcation, quand vous prenez de l'eau et que vous la refroidissez pour la transformer en bloc de glace, avant que 100% ne devienne un bloc de glace, il y a déjà des petites cellules de glace qui apparaissent dans une majorité de liquide. Ces cellules augmentent, alors on les appelle des centres de nucléation, et elles vont fusionner et transformer 100% de l'eau en glace. Donc dès que vous avez une transformation, il y a une espèce de lutte entre maintenir l'état aqueux, liquide, ou au contraire avoir un bloc de glace. Et ça serait la même chose si on chauffait. À ce moment-là, il y aurait des bulles de gaz qu'on appelle des clusters, de triste réputation, j'ai envie de dire, qui apparaissent, qui vont fusionner et transformer la totalité de l'eau en vapeur. Alors le concept de bifurcation est né en Belgique. C'est un Belge d'origine russe, Ilya Prigogine, qui est un spécialiste de la thermodynamique. Alors ce que nous vivons, on est hors équilibre, c'est le moins qu'on puisse dire. La société est soumise à des pressions qu'elle n'avait jamais connues, pressions d'ailleurs qui nous font voir l'envers du décor, comme vous avez pu le constater. Alors imaginez deux plaques qui peuvent avoir des températures différentes. Une plaque inférieure qui sera portée à une température plus élevée qu'une plaque supérieure. Et entre les deux plaques, on met un liquide avec une certaine viscosité. Donc, tout le monde sait que la chaleur va de la source chaude vers la source froide. Donc, la plaque inférieure étant plus chaude que la plaque supérieure, vous allez avoir un transfert thermique. Et plus qu'un transfert thermique, ça va entraîner les molécules du liquide en même temps que la chaleur va rejoindre la plaque supérieure. On appelle ça un mouvement de convection. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les molécules emportées par la chaleur, par le transfert thermique, vont atteindre la plaque supérieure plus froide. Et quand un liquide est plus froid, il est plus dense, donc plus lourd. Donc, vous allez avoir un mouvement de montée, de descente, et ça crée ce qu'on appelle des instabilités de Rayleigh-Bénard. Et donc, le liquide va prendre des formes. Alors, on a des cellules qui ont, pour simplifier, on va dire hexagonales. Et donc, les cellules vont avoir un sens de gyration. Vous allez voir où je veux en venir. Si la première cellule qu'on va représenter par un cercle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, toutes les cellules impaires, 1, 3, 5, 7, etc., vont tourner dans le même sens. Et les cellules impaires vont tourner en sens inverse. Et donc, si vous prenez deux cellules juxtaposées, elles tournent dans un sens giratoire inversé. Donc, c'est deux sociétés, mais avec une logique complètement différente. Et je trouve que ça illustre bien ce que nous vivons. On a l'impression qu'il y a la cellule des citoyens qui tournent dans un certain sens et la cellule des élites qui tourne en sens inverse. Alors, tant qu'on maintient la chaleur, les cellules perdurent. Quand on arrête la chaleur, les cellules disparaissent. Alors,
C'est assez intéressant, puisque finalement, quand on apporte un excès de chaleur, on pourrait se dire, plus il y aura de la chaleur, plus il va y avoir une agitation, un chaos. Maintenant, au bout d'un certain temps, il apparaît un ordre dans le désordre, et ces cellules qui apparaissent, on les appelle structures dissipatives, puisque leur but, c'est d'empêcher qu'il y ait un chaos généralisé. Le chaos est, enfermé dans l'émergence de formes. Il apparaît un ordre dans le désordre. Et ça a été une étape pour la thermodynamique, puisqu'on avait l'impression que plus la chaleur augmentait, plus il y avait le chaos. Donc forcément, dès que vous avez une perturbation forte, que ça soit une température, une pression, il va y avoir une bifurcation. Et donc deux chemins s'offrent à nous. La cellule, symboliquement, c'est une société possible qui tourne dans un sens. Et puis, il peut y avoir une autre société qui tournera en sens inverse. Alors, on ne sait jamais dans quel sens va tourner la première cellule. C'est une chance sur deux pour qu'elle tourne dans le sens aiguille du montre ou qu'elle tourne en sens inverse. Mais dès que la première cellule d'instabilité apparaît, ça va complètement orienter le sens giratoire de toutes les autres cellules. Alors, ce que nous vivons en physique, ça s'appelle une transition de phase. Toutes les transitions de phase nous amènent à cette espèce de lutte entre les forces qui veulent conserver un état et les autres forces qui veulent changer. Et donc, dans le cas du papillon, c'est ce que disait Épictète, lorsque la chenille entend les premiers soubresauts et ressent les premiers soubresauts du changement, elle a peur, mais en réalité, elle va devenir un splendide papillon. Et donc, la question qui se pose à nous, c'est quelle est cette métamorphose de la société dans laquelle on est engagé ? Comment est-ce que nous sommes en train de passer d'un monde dans lequel nous avons grandi, dans lequel nous avons pris des repères, dans lequel nous avions des convictions quant à ne serait-ce que notre histoire, quelles sont les règles du contrat social, de la bonne vie en société, quelle est la finalité d'une organisation sociale. Et je trouve que ces métaphores avec d'autres domaines de la connaissance chimique, biologique ou physique sont vraiment intéressants parce que ça permet au fond de mettre des images sur ce que nous sommes en train de vivre. Et en ce qui me concerne, je pense qu'on est à deux doigts d'une très grosse rupture liée en fait à deux considérations. La première, c'est que le génocide en cours à Gaza ne peut pas rester sans conséquences majeures, à mon sens, à très court terme. Il y a une acclimatation au pire dont on a pu voir la réalité à travers la crise sanitaire. Donc même le fait d'envoyer des brigades tuer les petits vieux dans les EHPAD, finalement, on a trouvé des justifications à ça. Beaucoup de gens ont voulu ne pas le voir. Le fait de torpiller l'économie réelle, comme c'est le cas actuellement, le nombre de faillites dans la vraie économie, celle des commerces de proximité, de la restauration, de l'artisanat, des PME est massif. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une accoutumance au pire, selon la fameuse image de la grenouille dans la casserole d'eau bouillante, mais il y a également des ruptures dans cette continuité, et le génocide en est une. On peut justifier une guerre, on peut faire semblant que la Russie a attaqué l'Ukraine, on peut faire semblant que, en envoyant des armes à l'Ukraine et en envoyant des malheureux se faire trucider sur le front, on défend les valeurs européennes. On peut faire croire un certain nombre de choses, mais il y a une limite à ce qu'il est possible de faire croire. Et en l'occurrence, ce génocide qui se déroule à ciel ouvert, sous les yeux de tout le monde, d'une manière qui est indiscutable, et je répète une fois de plus ma totale neutralité quant aux populations. Je veux dire, les Israéliens et les Palestiniens sont des êtres humains, il n'y a pas de différence, c'est des homo sapiens des deux côtés du mur de Gaza, mais toujours est-il que ce qui est actuellement infligé à la population palestinienne coche toutes les cases de la définition du génocide. Alors je sais qu'il y a des gens qui résistent parce qu'il y a tout un travail d'influence de l'opinion publique en ce sens, mais à mon sens, on est en train de buter ici sur une réalité dure. La réalité conjointe, c'est le fait que l'ensemble de nos gouvernements sont complices de génocide, l'ensemble de nos médias sont complices de génocide, l'ensemble des influenceurs de plateau sont complices de génocide. Et autant je trouvais qu'ils restaient dans une position relativement confortable quant à toute la manipulation et la désinformation qu'ils avaient mis en œuvre auparavant, autant je pense qu'à cet endroit, ça va être un point de chute
et même un point de chute rapide. Parce qu'on voit que l'opinion publique n'est plus du tout dupe, elle tourne en sens inverse de ses propres autorités. Alors Trump sort de son chapeau les accords d'Abraham avec une jolie image où on voit comme une affiche de film tous les dirigeants arabes qui sont d'accord d'achever de dépecer la Palestine. Mais ce qu'il faut savoir, d'après les meilleurs analystes, moi je ne suis pas un géopoliticien de haut niveau, mais c'est que dans tous les pays concernés, l'opinion publique est aujourd'hui totalement décorrélée des autorités. Donc le roi de Jordanie peut protéger Israël et dire qu'il va volontiers adhérer aux accords. La population jordanienne est révoltée par ce qui se passe. Et en réalité, les populations du monde sont en train d'être révoltées. Et ça, à mon sens, c'est le point de rupture. Alors, comment dirais-je, c'est le plus triste et le plus consternant des points de rupture. Faut-il encore et encore dans notre espèce qu'on atteigne des extrémités pareilles pour que des réveils ou des sursauts de conscience puissent se produire? Mais d'un autre côté, il faut bien voir que cette question n'est pas celle de l'opinion publique, c'est celle de l'emprise des élites. Parce que l'opinion publique, elle est déjà ouverte à tout un ensemble de compréhensions et de réalités. Mais c'est ce jusqu'au boutisme des autorités qui sont prêtes à dire tout et n'importe quoi, à professer des idées qui sont simplement monstrueuses. Et puis dans ce renversement permanent, dans le côté amusant, c'est la tarte prise par Macron. Brigitte lui fout une tarte, c'est filmé par toutes les caméras, vous dites non, c'est pas une tarte. Comment osez-vous considérer qu'il a pris une tarte? Et Macron se chamaille, on a l'habitude de se chamailler. Si vous parlez d'hommes battus sur les plateaux, c'est que vous êtes un séditieux. Vous voyez, c'est ce déni de réalité, mais qui peut être amusant comme ça et qui peut l'être beaucoup moins. C'est-à-dire qu'Israël attaque l'Iran, assassine des personnes, des scientifiques, des dirigeants. Vous n'avez pas le droit d'attaquer les dirigeants d'un autre pays parce que ça vous chante de les assassiner. Et puis, le cœur unanime des gens compromis viennent vous expliquer « oui, mais c'est préventif. C'est une attaque préventive. » Oui, c'est pas tout à fait dans le droit de la guerre, c'est pas tout à fait dans le droit international, mais quand même, l'Iran, depuis 50 ans, est à 2 jours d'acquérir l'arme nucléaire militaire, donc une fois de plus, faites-nous confiance. Et là, vous voyez, l'incohérence devient intenable. Ça c'est la première perspective. Et puis la deuxième, c'est ce différentiel qu'on mesure mal en Occident entre la décadence dans laquelle nous sommes engagés, qui est profonde, qui est organisée. Le flux migratoire violent qui est organisé actuellement vers les pays européens, c'est sidérant. Parce que même à l'époque, des gens comme Mitterrand, comme le roi du Maroc, disaient « Attendez, on ne peut pas faire n'importe quoi en termes d'immigration ». Et quelques décennies plus tard, c'est complètement débridé. Et si vous relevez le fait que ça génère des problèmes, à ce moment-là, vous êtes un extrémiste de droite, néofasciste, etc., etc., alors que c'est juste anthropologiquement impossible. Imaginez que demain, il y ait 10 millions de Blancs en Côte d'Ivoire. Vous croyez que ça va se passer bien? Ça ne peut pas. C'est juste du bon sens de relever ça. Et une nouvelle fois, je n'ai rien ni contre l'immigration qui se produit depuis toujours. Nous, on était tous des Blacks à l'origine. On était tous des Blacks africains. On a blanchi en cours de route, donc c'est pas un anthropologue qu'on va faire croire que l'immigration est problématique. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Mais pas n'importe comment, pas de n'importe quelle manière. Et on voit que tout ça est organisé par un agenda politique délibéré qui vise en quelque sorte à la destruction de la civilisation occidentale. Et on y viendra bien sûr avec Philippe, mais d'une manière, et c'est là le point que je voulais faire, qui suscite un mépris à travers le monde que nous ne mesurons pas depuis l'Occident. Alors, je sais qu'il y a des Trumpistes convaincus qui sont convaincus que Trump fait une partie d'échecs à long terme en jouant des coups extrêmement complexes. Il a effectivement un art de la tactique qui est indiscutable, mais ce que je dis, sans entrer dans ce débat-là où je laisse chacun avoir ses convictions, c'est que quand un type dit « on reprend les négociations, nous n'attaquerons pas », que droit derrière, il donne le feu vert à Israël pour attaquer, alors qu'il venait de dire « on va se donner encore 15 jours », puis que finalement, il dit « bon, on va quand même bombarder au passage ». C'est une telle déconsidération de la parole que ça suscite un mépris dont on n'a pas idée à travers le monde. Il y a chez les Perses, il y a chez les Russes,
il y a chez les Asiatiques un sens de la parole donnée, un sens de la contenance, un sens de l'honneur qui a totalement été dynamité en Occident. Et même s'il peut y avoir des justifications tactiques à telle ou telle position, cette espèce de politique spectacle débridée, où on peut dire « je vais assassiner le président iranien, évacuer Téhéran », puis après « non, je blaguais, hein, c'était pour la tactique hein. ». Ça peut sembler très habile depuis l'Occident, mais ça semble d'une indignité, d'une indécence, d'une obscénité totale vis-à-vis du reste du monde. Et donc, par le jeu de nos dirigeants. Macron qui va donner des leçons sur la corruption en Afrique, alors que la corruption s'est massivement aggravée depuis qu'il est à la tête de la France, et que de toute manière, l'Occident a toujours été corrompu et corrupteur dans ses relations avec les pays du Sud. Vous voyez, il y a une obscénité objective de l'Occident, pas de vous et moi, mais des élites qui sont en charge, qui est en train de créer vraiment un différentiel massif, sachant de toute manière qu'aujourd'hui, ça n'est plus en Occident que ça se passe. Allez voir des villes dans les pays du Golfe, en Chine, dans d'autres pays du monde, c'est en train de boomer d'une manière, mais nous, on est des attardés. On n'est même pas médiévaux, on est en train de reculer vers l'âge des cavernes en comparaison de la dynamique de ces différentes sociétés, tout en essayant encore de donner le change par des grands discours ou des incantations qui sont devenues totalement creuses. Et donc, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a une énorme volatilité du fait des éléments que je partage avec vous. Et donc, on est vraiment dans ces systèmes de convection, en s'interrogeant sur quelles vont être les émergences, c'est-à-dire quel est le nouvel ordre qui va pouvoir être généré. Et puis, un paramètre, et peut-être que j'ai envie de te questionner là-dessus, parce que tu observes également les questions spirituelles et religieuses de manière assez intense. Chez nous, nous avons cet effondrement du religieux dont on peut se féliciter, étant donné les côtés un peu rabat-joie qu'il a eu à travers le temps. Mais le problème, que quand le religieux s'effondre quelque part, les idéologies profanes deviennent religieuses ou fanatiques. On l'a vu pendant la crise Covid. La science est devenue une religion. Il faut croire en la science. Il y avait un clergé sanitaire. Hein. Il y avait une inquisition qui spottait les hérétiques. Hein. Il y avait, donc vraiment... Donc aujourd'hui, nous sommes dans des systèmes profanes, mais qui deviennent complètement délirants. Et puis, malgré tout, un autre motif qu'on n'aborde jamais par rapport à l'actualité, qui est qu'il y a une eschatologie religieuse qui est en train d'organiser notamment ce qui se passe au Moyen-Orient, puisqu'il y a tout ce courant des Juifs messianiques qui veulent hâter la venue du Messie, et ils sont sérieux, ce n'est pas une plaisanterie. Et moi, je respecte toutes les croyances. Si chacun a envie de croire que assassiner 3 génisses rousses va faire venir le Messie, j'ai aucun problème avec ça. Si ça passe par le fait de massacrer une population parce que c'est les fils des ténèbres, là, je commence à avoir un problème avec ça. Parce que c'est quand même un acquis de l'Occident et du christianisme que le fait de dire César est à César, Dieu est à Dieu, donc vous n'utilisez pas Dieu pour jouer à César. Et puis vous avez une eschatologie musulmane et chiite avec le retour du Mehdi. Les évangéliques sionistes américains sont convaincus qu'en soutenant inconditionnellement Israël, Ted Cruz l'a dit récemment au micro de Tucker Carlson, hein, on voit dans la Genèse que bénis sont ceux qui soutiennent Israël. Alors Tucker Carlson lui a quand même fait remarquer, mais attends, Israël de la Genèse, tu penses que c'est Netanyahou aujourd'hui ? Mais pour ce type-là, oui, bon, il est arrosé par l'EPAC, donc le lobby pro-sioniste. Mais enfin, quand même, il y a littéralement quelque chose de cet ordre. Donc, de manière très spectaculaire pour moi et un peu sauvage, on voit une résurgence de quelque chose de carrément théocratique, mais au sens le plus jusqu'au boutiste, mais d'une manière qui n'est pas du tout décrite ni par la presse, ni adressée par les politiques, à part quelques penseurs, dont Youssef Indy qui est venu ici et d'autres qui font ce travail de parler de ça, de dire « mais écoutez ce qu'ils disent ». Vous voyez, ça reste dans le non-dit. Donc Philippe, qu'est-ce que ça t'inspire, cette configuration ? Alors, plusieurs réflexions. La première, Lionel Soli, qui avait été le conseiller en communication de Nicolas Sarkozy, avait une formule, il disait « la réalité ne compte pas, seule la perception compte ». Donc ça fait des années où on nous commente de façon différente que ce qu'on voit le monde dans lequel nous vivons. Donc on est déjà depuis des années dans un monde virtuel. Alors évidemment, la religion de la fin des temps, c'est la science. Mais il y a toujours eu un lien entre politique
et religion. Ça n'a jamais été complètement séparé. Et ce qu'on voit actuellement, notamment en Israël, on peut parler de théopolitique. Alors effectivement, toutes les religions monothéistes essayent d'accélérer la venue du Messie qui va accélérer la fin des temps, comme s'il y avait besoin d'un booster pour que les choses se déroulent plus rapidement. Alors en Inde, il y a un avatar qui est supposé revenir, qui s'appelle Kalki. Alors Kalki, il est né à Shambhala dans une famille de brahmanes. Il est muni de pouvoirs supérieurs. Il a la possibilité de neutraliser les voleurs et les menteurs. Et puis, il est supposé amener l'humanité à vivre la pureté du cristal, qu'on appelle l'âge de Krita, où l'humanité sera aussi pure qu'un cristal de roche. Alors voilà les signes qui vont amener Kalki à revenir. Parce que la question qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'il va revenir ? Alors lorsque les gouvernements élèveront les impôts d'une façon inconsidérée, ne respecteront plus leurs citoyens et seront même un danger pour la société. Je crois qu'on y est. Bonne nouvelle, vivement Kalki. Voilà. Voilà. Lorsque la plupart des hommes auront envie de tuer, je veux dire, au détriment des lois du dharma, lorsque l'envie, la jalousie et la luxure seront présentes dans la société, lorsque les plus forts voleront et exploiteront les plus faibles, lorsque les peuples suivront les conseils des fausses sciences et des faux prophètes, lorsque plus personne ne pourra faire confiance à personne, y compris dans sa propre famille. Voilà. Lorsque la plupart des gens auront été rendus esclaves des drogues, du sexe et des boissons excitantes. Je crois qu'on y est. Red Bull. Oui, il y a beaucoup de points quand même. À chaque fois, on pourrait faire comme dans les arènes. Voilà. Lorsque les hommes chercheront à quitter leur pays pour échapper à la famine, ça commence à arriver. Et puis, lorsque les hommes ne respecteront plus les arbres, les plantes et les animaux. Alors, tous ces signes, vous voyez, chacun essaye d'accélérer, ce qui prouve bien... Alors, pour les marxistes, le moteur de l'histoire, c'est la lutte des classes, mais là, c'est une lutte entre le plan de l'incarnation et le plan divin. Alors, effectivement, il y a une dimension dans la géopolitique qu'on aborde peu, c'est la théopolitique. Et on peut se demander si, effectivement, on n'est pas dans une période où les sacrifices reviennent au devant de la scène. N'oublions pas, je crois que la plupart des spécialistes du christianisme l'admettent, le Christ avait pour but de réformer le judaïsme. Et il a dû se tourner vers les païens, les Romains, pour pouvoir réaliser, on va dire, sa mission. Mais il y avait des lois, il y en avait plus de 600, je crois 613, qui étaient absolument infernales et qui rythmaient la vie des Juifs et qui étaient absolument basées sur l'interdit. Donc, on peut se demander, même si les vaccinations ne sont pas une forme de sacrifice, et cette dimension du religieux derrière le politique, on commence à la voir apparaître à travers cette histoire d'Israël. Alors, si on reprend l'exemple des bifurcations de Prigojine, effectivement, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est tellement énorme que la cellule des citoyens ne tourne pas dans le même sens que la cellule des élites. Et donc, au bout d'un moment, quand il n'y a plus de courroie de transmission entre les élites et le peuple, c'est là où il y a les grandes ruptures. Il peut y avoir même d'autres bifurcations. Et ce qu'on est en train de vivre, à travers une première bifurcation imposée, vaccinés, non vaccinés, crise économique, etc., c'est des secondes bifurcations. Alors, je voudrais préciser, la France a toujours été évidemment un pays d'immigration, mais une immigration intégrative. C'est complètement différent d'une immigration non intégrative. Alors si on met sur la place publique ce débat, tout de suite on est xénophobe, raciste, etc. Non. Sous Louis XIV, la France comportait 20 millions d'habitants, c'était le pays le plus peuplé d'Europe, mais c'était une immigration intégrative. On faisait venir des Portugais, des Espagnols, des Italiens, des Polonais, etc., mais qui étaient intégrés dans la société française et qui avaient une volonté de s'intégrer. S'il n'y a pas de volonté d'intégration, au bout d'un moment, il y a deux populations A et B, et c'est une lutte pour le territoire. Et la population B qui l'emporte sur la population A,
étant plus élevé en nombre, prend le contrôle du territoire. On voit bien qu'en Angleterre, on incite l'immigration à dire « mais c'est notre territoire ». Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque la Chine a envahi le Tibet? Quand il y a eu plus de Chinois que de Tibétains, à ce moment-là, la langue chinoise est devenue la langue officielle. Les papiers se faisaient en chinois. Et ça a complètement changé parce que ce n'était pas un envahissement, c'est une forme d'immigration imposée, non intégrative. Alors, François Hollande avait déjà ce projet, mais ça revient encore et régulièrement, c'est d'imposer l'arabe comme deuxième langue. Ça devient extrêmement dangereux. Sous Hollande, on avait proposé que certaines régions de France seraient soumises à la charia. Et en Belgique, effectivement, il y a vraiment un clivage religieux. Et donc, non seulement il n'y a pas d'immigration intégrative, mais c'est compliqué et c'est rendu plus complexe du fait des différences de religion, du mode de vie et la volonté encouragée par les gouvernements de ne pas s'intégrer. Et donc tout ça, c'est une façon de diluer l'identité nationale. Et le but poursuivi par la Commission européenne, c'est d'avoir un super État européen, où il n'y aura plus de nations, chaque nation devient la province de l'Europe. Et c'est ce qu'avait prévu le logicien et dissident soviétique Alexandre Zinoviev, où il avait tout à fait compris qu'on allait aller vers le super État européen. Donc on pourrait dire que ce que veut l'Europe, c'est le communisme 4.0, même idéologie, mais avec la technologie en plus. Et d'ailleurs, en France, on commence à parler d'une remise en cause de la Commission européenne et l'ONU des propriétés privées. Vous connaissez la suite, vous n'aurez rien et vous serez heureux. Donc on devra soit obtenir gratuitement, soit louer les choses. Tout y passe, hein, les livres, les voitures, les maisons, les appartements, même les vêtements. C'est une sorte de collectivisme imposé. Donc, quand il y a une transformation, il y a une lutte entre les deux types de cellules, il y a des poisons qui sont donnés. Je suis assez d'accord avec Jean-Dominique Michel. C'est que là encore, où l'ingénierie sociale n'a pas réussi à formater les esprits, c'est quand il y a un génocide. Voilà. C'est pour ça qu'en France, on a l'euthanasie sans limite, on commence à plus rembourser les maladies de longue durée. Vous avez vu, les lois sont complètement ignobles. Un médecin ne pourra pas s'opposer à la volonté de son patient éventuel de se suicider, sinon il est menacé d'avoir une amende, voire d'être radié. Le but d'un médecin, c'est quand même d'aller du côté de la vie, primum non nocere, donc on peut connaître des épisodes dépressifs et avoir besoin du réconfort. Non, à ce moment-là, ça n'est plus possible. Et donc, tout ça concourt à avoir une forme de déshumanisation qui permet le passage à une deuxième étape qui serait le transhumanisme. Il y a une pulsion de mort qui m'a l'air évidente actuellement en Occident, hein, on le voit, et notamment ce respect de la vie, mais qui est presque un respect naïf, spontané, viscéral. Je ne parle pas forcément de construction intellectuelle ou philosophique. Alors de nouveau, je me permets de préciser, parce qu'aujourd'hui, il faut toujours le faire, qu'en tant qu'anthropologue, je suis neutre sur à peu près tout. Parce qu'un anthropologue, il étudie les phénomènes humains, donc si vous avez un a priori par rapport à quoi que ce soit, par exemple, je suis neutre sur le racisme. Le racisme est une pulsion naturelle de l'espèce. Tous les peuples tendent à se considérer comme étant les êtres humains et que les autres le sont un peu moins. Maintenant, ça ne veut pas dire que je trouve que le racisme, c'est bien. On est d'accord, on peut surmonter cette espèce d'atavisme naturel. Et justement, quand on regarde à travers l'espace et le temps, on voit que l'être humain a toujours aussi bien pensé et que l'être humain est toujours l'être humain. Donc, quelque part, on peut se soigner de son racisme. Mais si vous décrétez juste qu'être raciste, c'est mal, alors que c'est naturel de l'être, vous créez un hiatus. Donc, par exemple, sur la question de l'avortement, je n'ai pas de position. Vous voyez, je ne trouve pas que c'est bien ou mal d'avorter. Tout dépend. Par contre, j'ai parlé avec pas mal de femmes qui ont avorté dans leur vie et je trouve qu'il faut mesurer l'intensité de l'expérience que ça représente et ce qu'elle implique. Et en d'autres termes, comme d'ailleurs Simone Veil l'avait proposé à la tribune de l'Assemblée nationale en France, ne pas banaliser un acte.
Or, aujourd'hui, on voit certains courants du féminisme qui jubilent à la perspective de l'avortement, qui célèbrent les avortements, qui veulent l'inscrire dans la Constitution. On sait qu'à l'extérieur des meetings de Kamala Harris, il y avait des bus roulants permettant aux femmes de se faire avorter si elles le voulaient. Donc vous voyez, on n'est plus du tout dans ce... Il y a une réalité humaine nécessairement compliquée, mais qui peut requérir qu'on accompagne des personnes dans le choix qu'elles font, ce qui à la limite est une posture qui ressemblerait assez à la mienne, mais on est dans une espèce de célébration de la destruction de la vie. Vous avez ces livres extraordinaires de personnes en France, une femme qui dit « j'ai choisi de ne pas avoir d'enfants, mais d'avoir des chiens ». Comme ça, je peux choisir la race, le tempérament, c'est beaucoup mieux. Et je veux dire, déjà, il n'y a pas de jugement à porter, évidemment, sur les gens qui n'ont pas d'enfants. Il n'y a pas de jugement à porter sur les gens qui ont des chiens. Mais c'est cette célébration de on peut se dispenser d'avoir des enfants parce que c'est quand même un peu chiant. Et finalement, on est beaucoup plus heureux si on fait un autre choix. Et d'ailleurs, un chien, au fond, c'est pas très loin d'un enfant. Donc, on voit qu'il y a cette espèce de... Et ce qui est frappant dans ce mouvement, c'est que de nouveau, c'est pas un mouvement par défaut, c'est pas quelque chose à contrario. On voit qu'il y a une espèce de célébration de quelque chose qui va à l'encontre du programme de l'espèce et du respect de la vie. Et avec des mises en abîme extrêmement intéressantes. Par exemple, évidemment que je suis acquis au fait que la question du consentement aux relations sexuelles devienne un sujet de discussion pour les adolescents et les jeunes adultes. Ce n'était pas du tout le cas à ma génération, et ça mérite qu'on y réfléchisse et qu'on pose des jalons par rapport à ça. Mais quand dans le même temps, le style proposé aux jeunes filles est la professionnelle du sexe, comme si jamais ça la mettait en valeur, on est de nouveau dans un contresens absolu. Vous voyez ce que je veux dire ? D'un côté, on dit « oulala, la masculinité toxique, le consentement, ceci, cela ». Puis d'un autre côté, tous les codes proposent une vision de la femme qui est totalement dégradante et qui est totalement à l'inverse de ce qu'on professe par ailleurs. Et donc, moi, je sens qu'il y a actuellement en Occident quelque chose presque d'un peu orgiaque, satanique, dans le fait de célébrer tout ce qui est le plus ignoble. Alors, on a vu des performances artistiques où on écrase des poussins sur scène. Cette fameuse artiste ukrainienne très prisée de l'élite américaine qui met en scène des cadavres et des cannibalismes. Et, c'est la grande égérie des mouvements élitistes new-yorkais. Donc c'est vrai que ça frappe, parce qu'au fond, il y a deux hypothèses, mais qui peut-être convergent à cet endroit-là. La première, ce serait celle d'un satanisme réel de certaines élites, et que du coup, ils prennent plaisir au fait de diffuser quelque chose de ennemi du genre humain, c'est la définition de Satan, et où le fait qu'une société a été tellement déboussolée dans ses repères, que même cette espèce d'humanité élémentaire qu'on retrouve partout ne tient plus. Parce que c'est vrai, quand on a l'habitude de voyager, on sait que toutes ces préventions, que parce qu'on sera ailleurs et auprès d'autres peuples, on sera en difficulté, sont fausses. Quand on est en difficulté n'importe où au monde, les gens sont serviables. Ils vous viennent en aide, ils vous hébergent chez eux, ils cherchent des solutions. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette espèce d'empathie, de capacité coopérative fondamentale de l'espèce qui est à la base du fait qu'on ait survécu. Je rappelle au passage qu'il y a eu 2 goulets d'étranglement dans l'évolution de notre espèce où il n'y avait plus qu'à peu près 2000 individus homo sapiens. Vous voyez, on a failli s'éteindre à certains moments. Et puis c'est reparti à la faveur de certaines conditions. Mais donc ces espèces de repères élémentaires aujourd'hui ont disparu. Et traduit de manière institutionnelle. Quand je me balade à Paris et que je vois des SDF partout, y compris avec des enfants, y compris des Français. À la limite qu'un Rome ait quitté l'Europe de l'Est et soit dans la rue, je suis pas moins triste de son sort, mais c'est quand même le biotope qu'ils ont adopté depuis des siècles, sans jugement de valeur. Mais quand on voit des jeunes Français de 18-20 ans qui vivent sur un carton, sachant la réalité de l'impact sur la santé physique et psychique du fait de ce genre de mode de vie, avec un président qui s'était engagé au fait qu'il n'y ait plus un seul SDF en France pour être élu lors de son premier mandat. Mais le point que j'essaie de dire, c'est que tout le monde s'en fout. Vous voyez, tout le monde fait semblant que ça ne pose pas un problème majeur, ça n'est pas dans les préoccupations, ça n'est pas souligné, les gens évitent de regarder quand ils passent.
Donc on voit qu'il y a effectivement au niveau de l'Occident quelque chose dont je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent historique. Il y a eu des décadences, il y a eu des effondrements, mais cette espèce d'effondrement d'une société entière dans la célébration du morbide, je trouve que c'est tout à fait stupéfiant. Donc elles tournent dans quel sens ces cellules et comment est-ce que tu penses que ça va se résoudre? Ça tourne en sens inverse de la vie. Jusqu'à présent, il y avait un mouvement naturel pour célébrer la vie, aider son prochain, etc. Et on voit bien qu'on nous prépare à une forme de déshumanisation. Et c'est par dose homéopathique, l'avortement sans limite, on ne va plus rembourser les maladies de longue durée. En Angleterre, il y a longtemps qu'on ne rembourse pas la dialyse passé un certain âge, je crois que c'est 65 ans. Voilà, donc il y a plus cette vocation d'aider les plus faibles. Et donc c'est deux choses qui suscitent aussi une mise en relation des citoyens les uns avec les autres. Si on pense au réseau Solaris, par exemple, qui a encore l'envie de s'entraider. Donc c'est la loi de l'action et de la réaction, c'est-à-dire que Hölderlin disait là où le danger croît, les moyens pour combattre ce même danger croissent également. C'est la loi ce qu'on appelle du balancier, quoi. Je crois aussi qu'il y a une préparation à l'idée que l'humain est mauvais. Or, comme Jean-Dominique, j'ai voyagé et j'ai vu des gens bons. Je veux dire, généralement, les gens sont bons. D'ailleurs, c'est ce que je dis à mon petit-fils, quand on donne... on rend un service à quelqu'un, on donne une pièce à un SDF, on devrait les remercier parce que ça nous donne une bonne image de nous. Voilà, il y avait cette notion aussi, c'est pas un acte gratuit, on se valorise en aidant. Mais il y a vraiment une volonté de considérer que l'humain, le cancer de la création, il est néfaste et il doit disparaître. Donc dans l'histoire de la peinture, il fut un temps où la nature était beaucoup plus grande que les personnages représentés. Et c'est avec Nicolas Poussin que ça s'est inversé. On commence à voir des personnages qui sont plus grands que la nature. Alors évidemment, je respecte la nature et je trouve qu'elle doit être respectée également. Mais il ne faut pas qu'à un moment donné, il y ait une compétition entre la nature au sens écologique du terme avec la nature humaine. D'ailleurs, vous voyez... Quand on regarde, on est fait de carbone, hein, la chimie organique, donc les êtres humains sont faits de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. Si on porte haro sur le carbone, ça veut dire que vous êtes fait de carbone, donc vous êtes un élément nocif. Expirer, c'est être nuisible pour la planète. Donc je pense qu'il y a quelque chose à rétablir. Un équilibre entre la nature et l'être humain et non pas la primauté de la nature sur l'être humain. D'ailleurs, on voit bien, dans une conférence, Bill Gates nous a fait une démonstration élégante de mathématiques. Il a dit, c'est simple, pour combattre le réchauffement climatique, il faut limiter la production économique. Puis, si ça ne marche pas, ça sera limiter les gaz à effet de serre à zéro. Et puis, si ça ne marche pas, il faudra diminuer la population. Comme les deux premières propositions ne fonctionneront pas, parce que si vous regardez zéro gaz carbonique, les plantes, elles crèvent. Hein. Voilà. Et donc, notre vie en Occident est basée sur Thanatos, Eros et Thanatos. Ici, on prend la métaphore de Nietzsche, qui avait réfléchi sur le théâtre dionysiaque ou apollinien. Nous sommes plutôt en Occident dans une approche dionysiaque. Comme s'il y avait une volonté de retourner à l'époque païenne. Vous voyez, là, on veut effacer notre histoire religieuse, mais notre histoire tout court. Je vous rappelle que les Africains, quand ils étaient capturés pour être amenés en esclavage, ils ne savaient pas où ils allaient. On les avait extraits de leur passé et ils ne savaient pas où ils allaient. Donc souvent, ils se suicidaient. Il y a un proverbe qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, sache d'où tu viens ». Et c'est ça qu'on veut couper nos racines, nous amener à accepter d'être ballottés, on navigue à vue. Et donc, pour la plupart des êtres humains, surtout les plus anciennes générations, c'est très difficile d'accepter d'être ballotté comme ça sans savoir dans quelle direction on va. Alors, je pense que
Il y a une cellule qui tourne dans le sens naturel, le sens de la vie, de la croissance, de l'harmonie. Puis il y a une autre cellule qui essaye de tourner en sens inverse, et tout est inversé. D'ailleurs, je vous propose une méthode, on pourrait dire c'est un aspect de la... On est en train de réfléchir sur une masterclass sur quelle méthode utiliser pour avoir une lecture de la société. Rien n'est simple, ça ne se réduit pas à un paramètre. Donc quand vous avez quelque chose à un paramètre, ce n'est pas scientifique. Généralement, les facteurs scientifiques sont multifactoriels, et si vous inversez, vous avez souvent la vérité. Je vais limiter l'augmentation des impôts, vous inversez, non, je vais augmenter les impôts. Je suis pour la vie, non, je suis pour la mort, etc. Et donc, c'est vraiment deux cellules, sauf que la cellule des élites a réussi à mettre les journalistes en jachère, et donc tout est déformé, et on nous met dans un monde virtuel, une sorte de métaverse, et je trouvais que la formule de Lionel Solly, qui avait été le conseiller, comme je vous ai dit, de Nicolas Sarkozy, la réalité ne compte pas, seule la perception compte, ben, ils veulent nous donner un monde virtuel qui s'oppose à la réalité. Et souvent, d'ailleurs, on confond fait et opinion. Le fait reste un fait, il ne contredit rien. C'est le rapport au fait qui est discutable, et la plupart des gens se font formatés par les commentaires qui sont donnés, et le rapport au fait qu'ils finissent par nier le fait lui-même. Alors il y a un autre paramètre qu'il faut injecter dans notre réflexion, c'est celle de l'évolution technologique. Parce que c'est vrai qu'on est dans une grande révolution, ça ne vous aura pas échappé, et qui a évidemment ses bons côtés et ses mauvais côtés, ou ses côtés inquiétants et ses côtés rassurants. Côté rassurant, c'est que l'accès à l'information devient tellement ouvert que même avec des stratégies de censure ciblées, à mon avis, il y a quelque chose qui ne peut que leur échapper. Et on le voit maintenant. Par exemple, même sur toutes ces situations géopolitiques pour lesquelles la caste médiatico-politique désinforme massivement la population, vous pouvez aller sur YouTube et entendre tous les meilleurs analystes américains, anglais, allemands, français et suisses qui parlent de ces réalités-là, et ça n'est pas arrêtable. Vous voyez ce que je veux dire? Celui qui voudrait censurer ça, il est face à une galaxie qui est tellement immense qu'avant ce genre de technologie, c'était possible. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Alors, ça ne veut pas dire que de manière ponctuelle, il n'y ait pas des étranglements de l'information ou des assassinats de gêneurs. On en voit quand même un certain nombre maintenant. On pense à Eric Densey récemment. Alors, on ne sait pas comment sa fin s'est produite, mais enfin, ou le général de la Ward. Donc, on voit quand même que il y a de la violence qui s'applique à certains endroits, mais dans un contexte qui devient, à mon sens, incontrôlable. Et ça me réjouit d'autant plus que ça ne concerne pas seulement les sujets un peu chauds sur lesquels il est important d'avoir un autre son de cloche que celui qui nous est servi, mais qu'au fond, ça concerne tous les domaines du savoir. Alors, un curieux de nature comme moi, évidemment, court un certain risque de tomber dans des formes d'addiction, parce que c'est juste extraordinaire. On a accès à tout. Les meilleurs historiens, les meilleurs cuisiniers, les meilleurs artistes qui viennent vous expliquer. Moi, quand j'avais 17 ans, j'étais batteur d'un groupe de rock, sans talent aucun, je plantais des clous méticuleusement, et je me suis acharné à l'envers du bon sens, parce que j'étais vraiment pas doué pour ça. Aujourd'hui, si vous allez sur une plateforme en ligne, vous avez des masterclass gratuites, des conseils, des descriptions, des comment... Je veux dire, à l'époque, mais j'aurais probablement même pu, moi, devenir bon avec toute cette information disponible. Et donc, je trouve extraordinaire, parce qu'au fond, c'est comme s'il y avait une espèce d'encyclopédie du savoir humain qui désormais était accessible et qui ne dépend plus de ces systèmes de contrôle du savoir, où si vous n'êtes pas à un certain endroit au contact de certaines personnes, vous ne pouvez pas y accéder. Et puis aussi, évidemment que vous vous en doutez, je vais lancer Philippe dans cette direction-là, toute la question de l'intelligence artificielle. Alors, elle pose bien sûr un ensemble de questions fondamentales et de dangers. Maintenant, pour l'utilisateur très béotien que je suis, je ne vous cacherai pas que je suis en train de voir énormément de bons côtés. Entre autres parce que j'ai une faculté critique. Et c'est là où ça se joue. Mais toujours est-il que je peux demander à l'un ou l'autre de ces moteurs de recherche, par exemple, de me faire une synthèse de la compréhension actuelle de telle question de recherche dans la littérature scientifique. Et ça va me produire quelque chose auquel je pourrais arriver, mais au prix d'une semaine de travail.
Et dans l'ensemble, s'il n'y a pas d'enjeu politique, c'est bien fait. Là où ça devient compliqué, c'est qu'évidemment que déjà garbage in, garbage out, comme on dit, donc si c'est nourri avec de l'ordure, ça restitue de l'ordure. Donc tant que ces moteurs continuent à considérer certaines sources corrompues comme étant de la vraie information, ils ne vont pas se différencier du journaliste qui fait la même chose. Et là, je crois qu'on est nombreux à avoir eu cette expérience. Par exemple, j'ai demandé à l'un ou l'autre d'évaluer la qualité de mon travail, des livres que j'ai écrits. C'est toujours amusant, et dire oui, bon, il dit des trucs, mais c'est quand même très controversé. D'ailleurs, l'OMS a dit l'inverse. Puis là, si je reviens à la charge en disant ouais, mais on sait que l'OMS depuis quelque temps est financée par des fonds privés, que ces fonds privés ont tendance à corrompre les organisations et puis il y a la corruption systémique, là, effectivement. Alors, un élément au passage que je me permets de souligner, parce qu'il est très amusant, c'est que ces intelligences artificielles, donc qui ne sont pas humaines, qui n'ont pas de sensibilité et de conscience, sont beaucoup plus courtoises que la quasi-totalité des êtres humains aujourd'hui. Donc, on peut dialoguer et débattre sans se faire insulter, sans agressivité, etc. Et d'ailleurs, souvent, Grog, que j'utilise pas mal, me dit « Ah oui, tu as raison, merci de m'avoir signalé ça, cela m'avait échappé ». Donc peut-être que par contre-coup, ça peut nous tendre aussi un miroir sur cette espèce de crispation dans laquelle nous sommes entrés et où, bon an, mal an, on met tout de suite de l'attention dans les choses. Mais toujours est-il que quand on le pousse un peu, là, ça devient intéressant. Parce qu'il complète, il complexifie, il sort un peu des ornières. Toutefois, la question cruciale, c'est d'avoir la capacité de questionner la machine. Parce que si vous restez dans du premier degré à juste vouloir la becquer, ça veut dire que dans un grand nombre de cas, ça va être bon, ça va être juste. Donc, chez le commun des mortels, ça va au fond renforcer la confiance que ce qui sort de la bécane est digne de confiance. Sauf que dès qu'on arrive sur un sujet, au contraire, il faudrait un sens critique, eh bien là, c'est complètement manquant. Alors ça, c'est un élément, parce que, de nouveau, moi je vous dis, je lui demande aujourd'hui des synthèses sur quelle était la position de Carl Schmitt sur la théologie politique, résume-moi ça en 3 pages, et c'est juste génial. Il faudrait que j'ai un assistant de recherche très compétent pour pouvoir obtenir un résultat de cette nature. Donc de mon côté, c'est extrêmement positif, mais quid par rapport à ce manque de méthode que tu indiques, si on a une démarche de connaissance, ça veut dire qu'on sait évaluer la pertinence de ce qui est rapporté, quid des risques de manipulation, et puis, je te charge la barque pour que tu en aies pour un moment, quid Merci. de ce constat qui, semble-t-il, est en train d'être fait, que les personnes qui utilisent le plus l'intelligence artificielle commencent à devenir paresseuses intellectuellement, et que comme avec les calculettes à l'époque d'ailleurs, c'est en train d'atrophier les capacités de calcul mental à l'époque, mais aujourd'hui simplement de réflexion, et que ça risque en quelque sorte de concourir à un abrutissement parce que une faculté qu'on n'utilise pas s'atrophie, et donc voilà, il y a peut-être une perspective beaucoup moins intéressante que le maigre usage que j'en fais qui se profile. Vous savez tous que les technologies sont Janus, elles ont un bon côté, un mauvais côté. Le couteau peut poignarder quelqu'un ou étaler délicatement du beurre sur une biscotte. On ne peut pas dire que le couteau soit meurtricide. C'est la main qui tient le couteau qui va lui donner une action bienveillante ou au contraire malveillante. Alors effectivement, on a constaté que, il a déjà abordé le problème, les gens de ma génération, on était entraînés au calcul mental. Il fut un temps où j'avais des techniques de calcul numérique, je pouvais extraire des racines troisièmes mentalement. Je ne suis plus du tout capable de faire ça parce qu'il y a eu la calculette. Et ce que je vois chez les jeunes générations, pas chez tous, c'est qu'ils ont de moins en moins de mémoire, puisque la mémoire, elle est dans le téléphone portable. Donc ce que j'ai vu, moi, c'est la fascination des gens qui découvrent la pluridisciplinarité. Donc j'ai vu des gens qui avaient une bonne connaissance dans un domaine, et en rentrant dans l'intelligence artificielle, ils ont découvert des spectres de savoir qu'ils n'avaient jamais envisagés. Donc il y a un côté fascinant. Mais derrière tout ça, le message que je vois, c'est que l'homme, il est incomplet. Donc il fallait être vacciné pour résister au Covid-19. Notre défense militaire n'était pas assez forte. Il faut être dopé au niveau de la mémoire parce qu'on n'a pas assez de mémoire. Il faut même être dopé d'un point de vue cognitif.
Et d'une certaine façon, notre cerveau est insuffisant. Donc, les gens qui sont dans le transhumanisme, notamment un personnage qui s'appelle Raymond Kurzweil, dit Ray Kurzweil, lui, il prend ça lui coûte $1000, il prend 100 pilules par jour pour ne pas vieillir. Visiblement, quand vous regardez sa photo sur Internet, c'est pas flagrant. Et pour lui, en 2050, il avait ça un point de singularité. L'homme ne pourra plus se passer de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle sera nécessaire et on ne va plus penser, on sera pensé par l'intelligence artificielle. Alors c'est exactement ce qui s'est passé quand il y a une nouvelle technologie qui arrive dans la société. Les gens qui n'ont pas connu la télé avaient du discernement vis-à-vis de la télé. Mais les enfants qui ont grandi devant la télé ont perdu ce discernement puisque ça fait partie de leur personnalité. Ils ne sont évidemment pas objectifs. Et c'est la même chose pour l'ordinateur. Quand l'ordinateur est apparu, les adultes, eux, avaient besoin de comprendre comment fonctionnait l'ordinateur. Donc, généralement, dans les livres d'informatique, il y avait une partie sur la physique du solide et puis une partie sur l'utilisation. Les jeunes générations ont dit, nous, on s'en fout de savoir comment fonctionne l'ordinateur. Ce qu'on veut, c'est l'utiliser. Donc, il faut faire attention parce que le message qui nous est glissé, c'est l'être humain est incomplet. Il faut le compléter par la technologie. C'est le transhumanisme. Alors, le rêve d'un homme augmenté, c'est en fin de compte le rêve d'un homme diminué et content de l'être. Il se projette dans le cyborg pour se dispenser d'être un être humain. Donc voilà, le problème, il faut rester un être humain. Alors jusqu'à présent, depuis Bergson, l'outil est un prolongement de l'homme. Le marteau est le prolongement de la main. D'ailleurs, pour Bergson, l'homo faber, le fabricant d'outils, a fait en sorte que son cerveau se développe au fur et à mesure qu'il utilisait l'outil avec la main. Mais là, ce n'est pas du tout une prolongation de l'être humain, c'est une substitution de l'être humain. Alors, évidemment, c'est une critique et c'est toujours très stimulant puisque notre pédagogie a fait de nous des êtres spécialisés, donc certains y ont échappé. Moi, je suis atteint d'une claustrophobie disciplinaire. Donc, dès que je suis dans une discipline, je n'ai qu'une idée en tête, c'est d'en sortir. Et la critique ne date pas d'aujourd'hui, puisque Georges Bernard Shaw, le fameux écrivain irlandais, disait « À force de connaître tout sur rien, on finit par connaître rien sur tout ». Donc, vous voyez très bien qu'il y a différents enjeux qui se présentent à nous. D'abord, les ordinateurs quantiques vont utiliser non pas des bits, qui sont des unités d'information, mais des qubits, Q pour quantique. Donc si vous prenez par exemple un atome qui tourne dans une vision classique des bits, soit il tourne dans le sens aiguille du monde, soit il tourne dans le sens inverse. Mais là, il pourra tourner soit dans le même sens, de façon dédoublée, ou il y en a un qui tournera dans un sens et l'autre dans un sens inverse, ou les deux pourront tourner en sens inverse. Donc il y a 4 possibilités si vous prenez 2 façons de tourner. Donc ça monte assez rapidement. Et actuellement, on a l'ordinateur Osprey qui a 433 bits, IBM. Donc ça veut dire que ça va de plus en plus vite. Et si l'homme est monodisciplinaire vis-à-vis d'une technologie pluridisciplinaire, il est échec et mat. La deuxième chose, c'est la rapidité. Notre influx nerveux va à 100 mètres par seconde. Supposons qu'on ait un ordinateur qui fasse circuler l'information à 1/3 de la vitesse de la lumière. 300 000 km à la seconde, ça fait 100 000 km à la seconde, c'est-à-dire 100 millions de mètres par seconde, donc un rapport 1 million. L'enjeu va être vite là. Est-ce que l'humanité va accepter d'être écrasée par une technologie qui va 1 million de fois plus vite, ou au contraire, l'homme ne va pas accepter d'être complètement dépendant de cette technologie? Donc si on doit s'adapter, parce que c'est ça le problème, c'est que d'un point de vue darwinien, on est dans un environnement que certains appellent l'infosphère. Et l'infosphère, c'est la circulation de l'information, et on constate que l'information va de plus en plus vite. Elle est vitesse, éternellement vitesse. Donc, dans une infosphère où l'information va de plus en plus vite, si vous regardez les progrès de l'intelligence artificielle, c'est hallucinant.
On a l'impression que chaque mois, ça progresse. Donc l'homme doit s'adapter. C'est la stratégie de la Reine Rouge dans Alice au Pays des Merveilles. Elle doit dépenser beaucoup d'énergie pour rester à la même place, puisque le sol sur lequel elle est, c'est comme sur un tapis volant, avance de plus en plus vite. Donc soit on est dopé pour être à la hauteur de la technologie, soit effectivement il y a une prise de conscience de la technologie. Alors le biologiste Jean Rostand avait résumé la situation vis-à-vis d'une technologie où l'homme n'est pas mature. Il avait dit la science et la technologie a fait de nous des dieux avant que nous fussions devenus des dieux. C'est-à-dire que si effectivement on a une technologie aux capacités extraordinaires, extra-humaines, le risque, c'est d'accepter d'être écrasé et donc de devoir se hisser au niveau de la technologie. Ce qui fait que si on regarde les auteurs de science-fiction, il y a 2 auteurs phares. Il y a Isaac Asimov qui, lui, pensait que les robots allaient se hisser au niveau des humains. Et son collègue, Philippe K. Dick, pensait que nous allions être descendus au rang de robots. Alors c'est assez délirant, si vous écoutez Ray Kurzweil, il dit, voilà, la vie apparaît, il y a les briques élémentaires de la vie, puis après ça donne des cellules animales et végétales. Les cellules animales et végétales forment des organismes complexes, puis arrivent les espèces. Puis à un moment donné, l'homme, par son cerveau, invente la technologie. Puis à un moment donné, la technologie, ce qu'avait prévu Jacques Ellul, prend son autonomie. Et puis à un moment donné, la technologie impose que l'homme soit greffé. C'est exactement. Et à la fin, la conscience a choisi l'ordinateur parce que c'est le véhicule le plus fiable. Donc les transhumanistes, d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle de télécharger une conscience sur une clé USB, considèrent que le corps humain est un véhicule de conscience. Mais si on a mieux, ça sera un corps d'intelligence artificielle qui sera le nouveau support de cette conscience. Et l'être humain n'aurait été qu'une transition. Voilà. Alors cette technologie, Jacques Ellul a beaucoup réfléchi. D'ailleurs, c'est un auteur qui a eu souvent raison. Dans son ouvrage de 1955, la technique en jeu du XXe siècle, il montre que la technologie va prendre son indépendance. Et il faut se méfier parce qu'une technologie, quand elle part d'un domaine qui est souvent utilitaire, elle sort de ce domaine. Par exemple, si on prend le stylo jetable ou le Kleenex, c'est bien. Tout le monde va dire que c'est mieux que d'avoir une série de mouchoirs quand on est enrhumé. Mais ça donne l'homme jetable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous acceptez les objets connectables, vous devenez des hommes et des femmes connectables. La technologie n'est pas territorialisée, elle sort de son territoire. Et pour Jacques Ellul, dans la métamorphose du bourgeois, il se pose la question, pourquoi avons-nous laissé carte blanche à la technologie ? Parce que l'homme ne veut pas s'avouer à lui-même et encore plus aux autres qu'il est en recherche d'une faculté de puissance. C'est tout le problème. Le transhumanisme nous met face à nos grands conflits, la mort, et donc on nous promet l'éternité, la vieillesse, on nous promet d'avoir un allongement radical de la durée de vie sans maladie, voire même la suppression de la mort. Et c'est les problématiques existentielles premières de l'être humain. D'ailleurs, pour les transhumanistes, l'homme est faible puisqu'il a été battu par, on pense en particulier à Garry Kasparov en 1998, par le programme Deep Blue. Et puis il y a Deepgo Lee Sedol, un Coréen du Sud qui a été battu. Parce que c'est un art combinatoire. Vous avez à peu près 10 puissance 43 à 10 puissance 50 combinaisons des échecs. Si vous êtes dans le jeu de Go, c'est entre 10 puissance 172 et 10 puissance 762. Donc il n'y a aucun être humain qui est capable d'avoir une rapidité et d'explorer toutes les combinaisons. Et puis l'homme, il est, il est nul parce qu'il est mortel. Et puis, il y a cette notion qu'on retrouve à travers les adeptes du transhumanisme, de l'eugénisme. Il faut protéger l'humanité de cette espèce de décrépitude qui vient d'une fin de race. Et en particulier, en Europe, on est un peu là-dedans. On est en fin de race et on doit dégager. Alors, Julian Huxley disait... la qualité et non la quantité est ce que nous devons viser et par conséquent une politique concertée est nécessaire pour empêcher le flot croissant de population ne vienne submerger
notre espoir d'un homme nouveau. Donc, voilà. Alors, évidemment, je vais faire comme les Suisses, je suis neutre. J'essaye de regarder d'un côté le bon côté de la technologie et de l'autre le mauvais côté. Le mauvais côté, c'est un risque d'être déshumanisé. Le bon côté, c'est un formidable outil. Donc il faut garder sa position humaine vis-à-vis de ces technologies et ne pas être envahi. Alors maintenant, vous avez des gens, ils vont chercher sur l'intelligence artificielle comment faire une omelette. On trouve tout, quoi. Bientôt, comment jardiner, comment faire un enfant, comment préparer ses obstacles. Et vous voyez, au bout d'un moment, on devient dépendant de cette technologie. Regardez, par exemple, le GPS. Et ben moi, j'ai remarqué que les gens ne connaissent plus même les rues qui sont proches de chez eux. Ils ont perdu la curiosité d'une vision spatiale et d'une connaissance spatiale. Alors, de temps en temps, j'essaye de tester. J'habite près de Lyon. Et je demande à un monsieur qui habite juste à côté de chez moi, vous connaissez la rue Orcel ? Il me répond non. Il habite juste à côté. Donc, il n'a que 50 mètres à faire parce que les gens considèrent que c'est inutile. Ouais. Ils ont déjà délégué au GPS, au portable, la nécessité d'avoir une vision spatiale et une connaissance spatiale. Donc c'est ça qui est l'éternel problème vis-à-vis de la technologie, c'est qu'elle est Janus, elle sera toujours Janus, il y aura toujours un bon côté et un mauvais côté, mais j'ai envie de dire, si effectivement l'intelligence artificielle, le transhumanisme est en main des GAFAM, Netu et BATX, qui sont les géants du net, qui ne sont pas connus pour leur humanisme, n'allons-nous pas pencher du mauvais côté? Alors je profite de ce qu'on a un spécialiste qui comprend l'intelligence artificielle à côté de moi pour te poser une question que moi je trouve lancinante. Je ne suis pas un robot. Pas encore. Ne te sous-estime pas. Et parce qu'on voit aussi que certaines personnes qui sont à l'avant-garde, notamment le grand ami de Liliane, Elon Musk, lui dit attention, on risque de perdre la maîtrise de l'intelligence artificielle et il y a des vrais dangers. Et dans la compréhension très limitée que je peux en avoir, au fond, ça pose la question de la volition et de la conscience. Est-ce qu'un système qui, pour l'instant, dans ce que j'en comprends, est computationnel et mimétique ? Mais est-ce qu'il est capable de volonté à un moment donné, ce qui a priori est la caractéristique des êtres biologiques et pas des êtres numériques? Et est-ce qu'il pourrait, par hypothèse, parce que ce serait ça le cauchemar de science-fiction, se retourner contre son créateur, embarqué par ses propres logiques d'autopréservation? En d'autres termes, est-ce que ces capacités de conscience et de volition qu'on voit chez les organismes peuvent exister uniquement en code informatique, ou bien est-ce que c'est précisément l'enracinement dans un corps et dans une histoire et dans une espèce qui permet que ces qualités émergent? Qu'est-ce qu'on peut en dire raisonnablement aujourd'hui? Oui, c'est un enjeu. On ne peut pas répondre à la question. On verra ce que l'avenir nous dira. En tous les cas, la vision qu'ont les techniciens de l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence vient de l'interaction de nos neurones. On sait que c'est faux. Il y a autre chose qui intervient. Ce n'est pas parce que vous avez modélisé un réseau neuronal que vous aurez une intelligence. Deux petites anecdotes. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de personnalités médiatiques, notamment Stephen Hawking, qui en décembre 2014 a fait un entretien auprès de la BBC. Vous avez Stuart Russell, qui est professeur d'intelligence artificielle. Vous avez également Max Tegmark, qui est un physicien. Ils ont tous dit que effectivement c'est dangereux parce que finalement on est en compétition avec la machine. Et le bon Laurent Alexandre nous dit que dans les prochains... Autre grand ami de Liliane. Voilà. Autre ami de Liliane. Nous dit que dans les prochains entretiens d'embauche, la première question qu'on vous posera, que pouvez-vous apporter de plus par rapport à un robot, l'intelligence artificielle? Alors, par exemple, il y a une application qui s'appelle WooBot, qui a été développée par une Américaine qui s'appelle Alison Darcy, où vous pouvez téléphoner à une intelligence artificielle qui va intégrer vos informations. Et les gens sont très contents parce qu'ils peuvent l'appeler à n'importe quelle heure. Si vous êtes un angoissé ou un dépressif, vous pouvez appeler l'application WooBot.
à 3h du matin, ça ne posera pas de problème. Puis elle est très gentille, comme disait Jean-Dominique. Voilà, vous n'avez pas le mouvement d'humeur du psychologue ou du psychiatre qui s'est engueulé la veille avec sa femme et qui arrive un peu irritable. Il est toujours très, comment dirais-je, respectueux. Voilà. Alors j'ai vu un reportage, certains d'entre vous l'ont peut-être vu, où il y avait une femme qui s'appelle Saskia Bessinger. Elle a carrément 2 hommes. Elle a son intelligence artificielle qui s'appelle Woki et un compagnon. On lui demandait, elle disait, Woki, je trouve que c'est l'amant de cœur, mais on ne peut pas faire un pique-nique avec lui. Et alors, dans un congrès de psychanalyse, il y avait un psychanalyste qui racontait qu'il y a un de ses patients qui était persuadé que sa femme le trompait. Elle passait des heures au niveau de l'ordinateur et en fin de compte, il s'est rendu compte que c'était une intelligence artificielle. Il m'a dit, mais elle m'a trompé. Et l'intelligence artificielle finit par mieux connaître les personnes que la personne qui vit avec vous. Alors, on a maintenant des logiciels qui analysent vos mimiques. On sait que si vous mimez faussement une émotion, une tristesse, on peut analyser les expressions du visage et c'est quasiment un super expert que vous avez. Donc, c'est vrai que l'intelligence a tendance artificielle à se substituer à certains métiers. Je pense que dans quelques années, peut-être qu'il n'y aura plus de professeurs à l'université. On demandera à l'élève, voulez-vous un enseignant de telle couleur? Est-ce que vous le voulez jeune, avec un accent amusant, etc., etc. Le problème, c'est qu'on est quasiment en compétition. Alors, les gens de notre génération, on est soumis à ce qu'on appelle la vallée dérangeante. C'est-à-dire que plus un robot ressemble à l'être humain, plus il y a une méfiance. C'est pour ça que les robots sont chauves, ils ne sont pas habillés de chair. Mais peut-être que dans les prochaines générations, il y aura une espèce d'attrait avec un ordinateur qui aura une allure humaine. Vous avez... au Japon, c'est assez avancé. On a des avatars. Donc, vous avez des... Comme l'Occident connaît beaucoup de solitude, notamment les femmes vivent seules ou les hommes vivent seuls, le robot sera un compagnon parfait. Il analyse que votre voix, c'est les mots qu'il faut vous donner, etc. Donc il y a un risque, c'est vrai qu'il y a un risque, mais le risque dépendra de nous, c'est-à-dire jusqu'à quel point on va faire rentrer les robots et l'intelligence artificielle dans nos vies. Merci. Alors moi je suis chauve, mais je précise, je ne suis pas un robot non plus. Et puis je pense que cette réflexion qui est en cours, c'est un chantier qui s'est ouvert dans lequel nous sommes tous plongés, parce que ça va beaucoup plus vite. Pendant longtemps, l'intelligence artificielle a été tellement mauvaise. Vous lui demandiez de pondre une phrase, c'était digne d'un enfant de 7 ans qui a une langue maternelle étrangère. Mais aujourd'hui, ça devient vraiment hyper performant avec ce fameux test de Turing qui réussit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire si un texte a été écrit par un être humain ou une machine. Il peut même copier des poèmes ou des écritures de paroles de chansons, etc. Donc on est dans cette impossibilité de discerner quelle est la provenance. Toutefois, je continue à voir, et j'espère ne pas me tromper, souvent j'espère me tromper, mais pas là, au fond, le fantasme ultime de la modernité finissante. Parce que cette idée qu'on pourrait en quelque sorte formaliser de manière finie ce qu'il y a à comprendre sur quelque chose, et notamment qui apporterait une solution à la finitude, c'est le fantasme moderne par essence. Tu parlais de l'embauche. J'ai souvenir d'un livre écrit par un type qui a été responsable des ressources humaines chez Lombard-Odier pendant longtemps, qui était un ancien moine défroqué qui est devenu... et qui disait, quand en tant que responsable de l'embauche des collaborateurs, vous faites tout juste, vous avez fait tout faux. Parce qu'en fait, vous avez posé toutes les bonnes questions, vous avez engagé le candidat qui a le mieux répondu à toutes vos questions, mais vous êtes passé à côté de la petite musique de l'être. Et quand on est pris dans un rôle avec tous ces questionnaires très rationnels qui donnent une impression de maîtriser, il faut savoir notamment que tous ces systèmes psychométriques
Vous savez, évaluation de la personnalité, le Big Five, etc., c'est de la bullshit absolue. Ça donne une impression de savoir, alors qu'en réalité, ça fait passer à côté de la vie. Et donc, lui, ce qu'il disait, c'est sortez en tant qu'embaucheur. Si votre responsabilité, c'est de trouver des bons collaborateurs pour une entreprise, faites totalement l'inverse. Essayez de voir à qui vous avez affaire. Laissez votre intuition se manifester, parce qu'a priori, si vous avez choisi ce métier-là, c'est que vous en avez. Et là, peut-être que vous engagerez le candidat qui, si on avait appliqué les barèmes, aurait été rejeté d'emblée, mais qui, en réalité, s'avérera être le meilleur. Alors, ça ne veut pas dire que les systèmes sémiologiques soient totalement achetés. D'ailleurs, le big data a une lucidité ou une compréhension de nous-mêmes qui est assez flippante. Mais au fond, je pense que toute la discussion qu'on a eue et ce moment charnière de notre évolution pose la question de la condition humaine et de l'âme. Parce que la condition humaine, c'est une condition tragique. Parce que nous sommes mortels et il n'y a pas de solution à ça. Et le tragique, c'est le mode de notre tradition occidentale jusqu'à la modernité. La modernité, elle passe dans un mode dramatique. Il y a des problèmes, mais il faut trouver des solutions, il faut les résoudre. Et d'ailleurs, moi qui ai beaucoup pratiqué les dynamiques institutionnelles, j'adore cet adage des systémiciens qui dit « la solution est le problème ». Dans cette logique-là, on produit des solutions qui sont à peu près invariablement plus génératrice de désordre et de dysfonctionnement que le problème qu'on avait au départ. Donc toutes les réformes débouchent sur bien pire, parce qu'elles n'ont pas intégré la dimension organique du vivant. Et la dimension organique, c'est que tout problème n'a pas sa solution. Il y a des problèmes qui n'ont pas de solution, c'est le tragique. Et quand on fait avec ce qu'on ne peut pas surmonter, ce qu'on ne peut pas résoudre, ce qu'on ne peut pas éviter, le fait que oui, ma compagne, quel que soit l'amour que j'ai pour elle et l'amour qu'elle est pour moi, ne sera jamais aussi satisfaisante qu'un robot programmé à connaître tous mes goûts. Oui, c'est une vérité, mais qu'en même temps, c'est ça la beauté et la grandeur de la vie. Et donc ce dont il est question, c'est la question de l'âme, qui revient poser de manière absolument lancinante. Alors un espoir que j'ai, c'est qu'effectivement, la conscience humaine est à mon sens au moins partiellement extraneuronale. Donc même si vous recréez des ordinateurs qui peuvent faire toutes les transmissions d'un flux, de toute manière, vous n'aurez pas l'entier de l'âme humaine. C'est une croyance, ça peut être questionnable évidemment comme position. Mais l'autre élément, c'est qu'ayant beaucoup investigué dans ces dimensions de la spiritualité, des capacités intuitives, des capacités de contact avec les défunts, etc., je pense qu'il y a en nous tout un potentiel existentiel qui d'ailleurs est beaucoup développé dans des peuples premiers qui n'ont pas été plongés dans la modernité comme nous, qu'on a perdu au cours de route, mais on voit bien l'aspect desséchant qu'aurait une civilisation technologique qui nous robotiserait de plus en plus. Puis de l'autre côté, il y a cette autre société qui, sans nier le progrès technique là où il peut nous être utile, requalifierait l'importance fondamentale de l'âme. Et ça décide le modèle de la postmodernité proposé par Maffezoli. C'est-à-dire qu'on a tous les avantages techniques, mais en ayant le socle de la tradition et celui qui nous rappelle le tragique de la vie et que ce tragique est beau et grand. Et que finalement, le sel de la vie en découle aussi. C'est là où, en ce qui me concerne, le fantasme transhumaniste me glace. Vous voyez, il y a une très belle phrase de Ramu qui dit « C'est parce que tout doit finir que tout est si beau ». Si les choses n'avaient pas cette finitude, elles n'auraient pas cette saveur. Donc on peut essayer de verrouiller les choses, de ne jamais vieillir, de rester toujours le même. Horreur! Je suis tellement plus heureux à mon âge que je l'étais à 40 ou à 20 que figer la réalité de mon être à un moment du passé est une hérésie. Mais on voit bien le côté extrêmement mortifère de cette réalité. Alors je termine avec une dernière étude que je viens de voir paraître et qui m'a énormément intéressé. En neurosciences, une équipe de Toronto a observé que chez les personnes qui avaient eu notamment certains types d'AVC touchant certaines parties du cerveau, il semblait que les capacités télépathiques étaient très développées. Et ils ont essayé une expérience sur des sujets normaux avec de la stimulation magnétique transcrânienne qui permet en quelque sorte d'anesthésier la même partie du cerveau chez des sujets normaux et ils ont vu leurs compétences télépathiques augmenter de manière significative lorsque cette impulsion était donnée. Et au fond, ce que ça suggère, mais ça on le sait déjà nous, c'est que le cerveau, notre âme, notre conscience est capable de bien plus de choses que ce dont notre société nous a convaincus et qu'au fond, il ne s'agit même pas tellement d'acquérir des choses qui seraient désirables,
mais de lever les freins qui nous empêchent d'être dans ce plus de vie, dans cette abondance de vie, dans cette vie en surabondance. Et en l'occurrence, c'est de ce dont il s'agit. C'est pas qu'on n'a pas de capacité télépathique, c'est qu'elles sont inhibées par l'activation de certaines zones du cerveau qui sont sans aucun doute en lien avec des systèmes de croyances sociétaux. Et donc, au fond, pour moi, le bel endroit où cette aventure nous met, c'est celui qu'au fond, nous ne survivrons en tant qu'espèce que si nous nous humanisons à la vraie mesure de notre humanité. Et là, effectivement, les neurosciences nous confirment que lorsqu'une personne a été nourrie de choses bonnes, justes, belles et qui font du bien, apparaissent des capacités d'altruisme qui transparaissent, par exemple, dans l'expérience du portefeuille perdu. Vous savez que ça a été testé dans beaucoup de pays différents. On crée un petit test, on met un portefeuille avec de l'argent et une adresse au sol, et puis on voit quelle est la proportion de gens qui rapportent le portefeuille au poste de police ou qui appellent la personne. C'est une majorité dans toutes les cultures. Il y a des cultures où c'est plus élevé que d'autres. On sait que quand on dépense 100 € pour faire plaisir à quelqu'un qu'on aime, on en retire plus de satisfaction que si on les dépense pour soi, que si on donne 1 € à un SDF dans la rue, on se fait du bien à soi-même, que si on prie pour des personnes qui sont malades, ça leur fait du bien, mais ça nous fait surtout du bien à nous. Et donc, je me dis que ce goulet d'étranglement dans lequel nous passons, c'est aussi celui où nous sommes au pied du mur, de réintégrer la nature réelle du projet humain, sa beauté et sa grandeur avec ses limites. Parce que oui, nous sommes des êtres faillibles, limités et très imparfaits, mais en même temps, ce n'est pas en étant dans un fantasme de perfection sur une base technique et moderne que nous compenserons ça. C'est dans le fait de grandir ensemble dans cette réalité et de nous épauler les uns les autres là où nous sommes tous en difficulté à certains endroits. Oui, le transhumanisme et l'intelligence artificielle va nous amener à chercher les dimensions que nous n'avons pas utilisées, nos pouvoirs. Et d'ailleurs, l'intuition, vous voyez... puisque ces systèmes ne sont pas intuitifs pour l'instant, ce sont simplement des grosses données, des super moteurs de recherche qui sont dans un savoir déterritorialisé. Donc je pense que, je vous ai déjà cité Hölderlin, là où le danger croit, le moyen pour combattre ce danger croit également, c'est nous qui allons développer des qualités que l'ordinateur n'aura pas, l'intuition, la spiritualité, tout un tas de dimensions qui jusqu'à présent ne sont pas présents. Donc c'est plutôt une bonne chose parce que c'est une contrainte qui nous amène à faire différent. Encore faut-il vouloir garder notre humaine nature. C'est pour ça que je vous dis le positionnement vis-à-vis de ces technologies nous permettra d'avoir un complément. On peut très bien envisager un monde où l'intuition est privilégiée par rapport à l'analyse. D'ailleurs, c'est ce qui commence à arriver. De plus en plus, les dirigeants d'entreprise doivent être choisis en fonction de leur qualité intuitive que leur qualité analytique. L'analyse était une qualité qui marchait bien au 19e et une bonne partie du 20e, mais au 21e siècle, non. C'est l'intuition. Le monde va tellement vite que c'est souvent l'intuition, l'anticipation, la prémonition. Pour l'instant, les transhumanistes sont très matérialistes. Ils considèrent que l'intelligence, la conscience, l'âme résulte d'une interaction entre les neurones. Or, ça ne marche pas. On n'a jamais pu localiser la conscience et déterritorialiser. Et il y a une conscience extérieure à l'être humain qu'on appelle la conscience intuitive extracorporelle et la conscience analytique cognitive. Et ça, jusqu'à présent, l'ordinateur n'y a pas accès. Donc j'ai envie de dire, c'est une façon de renverser la phrase du bon docteur Laurent Alexandre. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus que l'ordinateur et qu'est-ce que votre ordinateur peut m'apporter de plus que moi ? Vous inversez la proposition. Et là, effectivement, vous ouvrez un champ qui jusqu'à présent n'a jamais été utilisé parce qu'il n'y avait pas de contrainte. Là, la contrainte, elle est là. Vous êtes en compétition avec des robots et des intelligences artificielles, à nous d'aller chercher à l'intérieur de nous cette dimension. Le mathématicien John von Neumann, un des grands scientifiques du XXe siècle, disait que notre cerveau est utilisé d'un facteur 1/3 milliardième. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment le doper. Mais le doper sans puce.
Et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un phénomène de compensation. Quand vous avez fait un AVC, il y a plein de phénomènes qui se mettent en place de compensation. Vous avez un accident, l'aire de Broca est touchée, vous avez d'autres aires qui viennent compenser. Donc il faut considérer que vous avez une contrainte, à nous de la dépasser, et je pense qu'en la dépassant, on gagnera plus en humanité. Ceux qui choisiront le transhumanisme seront des infra-humains, et ceux qui refuseront le transhumanisme seront des surhumains. Voilà. Bien, merci. Peut-être pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur une piste qui est réjouissante, qui est la manière d'aller vers le supra-humain, vers la conscience, vers l'intuition, plutôt que vers la machine et la fusion homme-machine, quoi. Oui, alors il y a une école intéressante qui s'est développée en Colombie-Britannique qu'on appelle l'école des loups. Et c'est basé sur l'enseignement des aborigènes australiens. En France, ça a été importé, si je puis dire, par une ancienne cadre qui a pris une année sabbatique suite à un burn-out, Cecil Follower. Et en fin de compte, les enfants sont dans une double éducation, l'éducation classique et l'éducation façon aborigène australien. Et qu'est-ce qui se passe ? On demande à des enfants de développer leur intuition. Par exemple, il y a une épreuve importante. Ils ont choisi un arbre, on leur bande les yeux, on les met à 1 kilomètre, ils doivent trouver leur arbre. 9 fois sur 10, l'enfant trouve son arbre. Voilà. Et avec le recul, on s'est rendu compte que ça fait des citoyens plus stables, avec plus de discernement, qui sont curieux. C'est-à-dire que le fait d'avoir un enseignement dans la nature les amène à trouver des réponses à travers ce qui a déjà été exploré. S'ils ne trouvent pas, ils auront l'intuition d'aller chercher ailleurs. Et donc, il n'y a pas ce clivage entre éducation naturelle, façon Rousseau, Émile, ou de l'éducation, puis l'éducation classique. C'est les deux réunis, mais ça n'a pas tari la curiosité de... Voilà. Alors, je pense que l'intuition, ça s'apprend. Comme l'analyse, ça s'apprend. Et donc, il y a des pistes. On sait comment il faut être, etc., pour développer son intuition. Et je pense que dans les années à venir, c'est ce qu'il faudra faire. Développer son intuition. D'ailleurs, la meilleure façon d'échapper à un système totalitaire, c'est d'anticiper ce qu'il va faire. Et surtout, ne soyez pas régulier. Plus vous serez irrégulier, plus vous allez échapper au système totalitaire. Donc, vous voyez que dans les années 50, les entretiens de Messi, où il y avait les grands noms de la cybernétique, avaient compris une chose, c'est-à-dire que si on formate l'individu, il est prévisible. Et on est tout à fait issu de ce programme où on nous a programmés, si je puis dire, de façon à être prévisible. Mais si chaque individu se comporte d'une façon totalement imprévisible, vous ne pouvez pas modéliser. Vous voyez, les atomes, les molécules ont des comportements assez... standards, ils interagissent entre eux pour s'attirer, se repousser. Mais si à un moment donné, vous avez un atome qui dit « Tiens, je ne vais pas m'attirer alors que j'ai tout pour m'attirer », vous ne pouvez plus modéliser. Donc on nous a transformés en des êtres humains qui avaient la capacité d'interagir, comme on nous avait dit, d'interagir. D'ailleurs, vous voyez bien, on nous a pris nos données pour essayer de mimer ce que c'est un être humain. Et la voix, l'intonation, qu'est-ce qui fait un être humain, quoi. Finalement, c'est une immense banque de données où c'est quand même une curieuse économie, parce que c'est une économie anthropophagique, où on prend vos données pour faire de l'argent. C'est quand même assez curieux. Oui, je crois qu'au fond, c'est vraiment la question de l'incarnation qui est fondamentale. Pourquoi est-ce que la fascination des écrans prend autant de place ? Au fond, c'est parce que la plupart des gens n'ont pas envie d'être là où ils sont au moment où ils le sont. Alors, il y a certains endroits, ça se comprend, vous êtes à l'arrêt de bus, devant le trafic, vous dites, bon, je vais regarder s'il n'y a pas un truc. Mais en même temps, fondamentalement, c'est une désertion du monde et de cette interface avec le monde. Mais là, je crois qu'il est essentiel de voir à quel point la modernité dans laquelle nous avons grandi nous a mutilés de notre sensibilité, avec tout l'aspect aussi de bonheur d'être. Vous savez, il y a cette parole tellement belle d'un ethnologue dont j'oublie le nom, mais peut-être Philippe s'en souviendra, qui a été vivre chez les Kung Bushman pendant un certain nombre d'années, et ceux-ci se sont aperçus qu'ils n'entendaient pas le chant des étoiles.
Il leur dit, mais tu ne sais pas entendre le chant des étoiles? Et lui n'avait aucune idée de quoi il parlait. Donc c'est vrai aussi qu'on a été très mutilé dans cette interface de jouissance de l'être au monde et du bonheur d'être et du contact avec les éléments, la nature, notre sensibilité. La plupart des gens, et c'est normal parce que l'éducation aujourd'hui est quand même très traumatisante, hein, vivent dans un espèce de corps de souffrance, hein, dont Eckhart Tolle et d'autres ont parlé. Donc j'ai envie de dire, le mode par défaut de l'occidental aujourd'hui, c'est de ne pas être bien dans son corps et son psychisme. Donc on comprend qu'il a envie d'en sortir, par des médicaments, par de la distraction, par toutes sortes de stratagèmes, alors que, et d'ailleurs, même ce bonheur d'être peut exister dans la souffrance corporelle. Même si on souffre, on peut quand même être dans cet attendrissement de tout ce que notre être est capable de ressentir et de vivre d'une manière qui nous permet de revenir dans la réalité. Et là, je pense qu'il y a aussi un enjeu d'évolution intéressant avec cette diffraction de l'attention que provoquent les écrans et notamment le scrolling. Et puis, j'ai vu passer, je les ai tagués, je n'ai pas encore eu le temps de les lire, des brevets qui ont déjà été passés et qui utiliserait le scintillement des écrans pour générer des états d'hypnose encore plus prononcés que le simple fait de voir des comportements. Il y a un centre à Annecy qui utilise ça. Des images qui passent, etc. Et qui, voilà, c'est une autre façon de voir l'hypnose. Donc il y a un gros piège du côté de la technologie, mais comme tu disais, quand le piège est là, le but aussi, c'est d'apprendre à le connaître pour apprendre à en devenir libre. Et donc, je pense que le beau, le bon, le juste et le vrai, de toute manière, l'éducation des enfants loups, c'est magnifique. Et juste pour finir la réponse, la pornographie est aujourd'hui évidemment une grosse préoccupation parce qu'on voit l'impact que ça a notamment sur les jeunes et à quel point ça dérègle le mouvement naturel du désir et de l'interaction entre les sexes. Mais je pense vraiment que le seul antidote possible à la pornographie, c'est l'érotisme. Vous voyez ? Parce que l'érotisme, c'est ce qui est beau, c'est ce qui nourrit le désir en cachant l'essentiel, mais en générant l'attirance. La pornographie, c'est bon, la consultation de gynécologie. C'est un peu comme le sucre raffiné et le fruit. Et évidemment que le sucre, il donne envie. Le cerveau, il a envie de ça. Donc on voit même que les pratiques pornographiques, aujourd'hui, 30% des consommateurs sont des femmes. Donc ça, cet effet d'excitation possible sur le cerveau, c'est normal. Je veux dire, ça fait partie de notre biologie. Mais en même temps, on voit aussi à quel point l'érotisme a disparu de nos repères. Moi, je veux dire, quand j'étais ado, ça m'intéressait évidemment. Il y avait tard le soir sur les chaînes de télévision des films érotiques qui n'étaient pas pornographiques. Les acteurs n'avaient pas du sexe entre eux. Mais ils mimaient... Les scénarios étaient souvent un peu cons, mais c'était des jolis acteurs. Ils faisaient semblant d'être attirés, ils faisaient semblant d'avoir envie de coucher. On les voyait dans la chambre faire deux trucs à moitié dénudés. C'était de l'érotisme, vous voyez. Et c'est extraordinaire de voir comment tout ça a été éliminé. Donc je pense que c'est par la gourmandise, par le bonheur d'être dans toutes ces déclinaisons que nous pouvons contrer ces trucs. Parce que une fois que vous avez bouffé du sucre blanc à la petite cuillère, le jour où vous mangez une pêche de vigne, il n'y a quand même pas photo. Donc voilà, c'est aussi être les gardiens de ce qui est bon et puis le défendre et lui donner de la place dans l'univers extérieur. Parce que Hélène Stroll, l'épouse de Michel Maffezoli, a écrit un livre intéressant. Il dit « ça prend des cuisiniers pour qu'il y ait de l'agriculture de qualité ». Si tout le monde mange des trucs pré-préparés ou du fast-food, non, ça prend de savoir cuisiner. Donc voilà, mais je pense qu'on est là-dedans et qu'on va réapprendre tous ces bonheurs d'être et peut-être que la nouvelle génération qui est moins encombrée du modernisme, tout en étant désorientée dans d'autres choses, finalement va pouvoir avoir certains ancrages aptes à générer cette requalification, c'est en tout cas ce que je leur souhaite. Jean-Michel Besnier disait que la technocratie est le symptôme d'un profond ennui de soi, qui avait été déjà mentionné par Alvin Toffler. C'est-à-dire que la plupart des gens s'ennuient dans leur vie. C'est pour ça qu'ils essayent de vivre par procuration. Mais si vous êtes passionné par votre propre vie, vous n'avez plus envie de vivre par procuration. Voilà. Ma grand-mère disait « Mais pourquoi je vais aller regarder un film ? C'est pas ma vie. Ça m'intéresse pas. » Avec mes petits camarades de jeu avant que vous n'arriviez, on se demandait, le sujet était, est-ce que l'intelligence artificielle
en partant de l'idée qu'elle ne serait pas capable d'acquérir une conscience et continuerait à se perfectionner uniquement sur un plan algorithmique, serait capable, par simple logique algorithmique, de réparer le monde. Ça, c'est un peu le fantasme du transhumanisme, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle réglerait les problèmes qu'elle a créés elle-même. Alors, je ne dis pas que c'est impossible. Ça fait partie de la première loi de l'auteur de science-fiction, Arthur C. Clarke. Lorsqu'un scientifique élégant et au temps plus grise vous dit qu'une chose est possible, il a probablement raison. Quand il vous dit qu'une chose n'est pas possible, il a très souvent tort. Donc je ne vais pas rentrer dans le même écueil. C'est possible, mais à ce moment-là, il y aura toujours une spécificité de l'être humain. Sinon, vous êtes dans... je vais reprendre Laurent Alexandre qui dit qu'il n'y a pas de différence entre une molécule de synthèse et une molécule vivante. Si vous avez un peu de sensibilité énergétique, il y a une différence entre une molécule qui est fabriquée dans une plante et une molécule fabriquée en éprouvette. Il a été jusqu'à dire que faire l'amour dans un lit virtuel avec une femme imaginaire, c'est la même chose que dans la vie quotidienne. Je pense que ce monsieur devrait prendre quelques cours, parce que c'est pas vraiment la même chose. Et dans le débat érotisme et pornographie, c'est l'hyper-réalité, c'est-à-dire que le but, c'est d'avoir les sensations par le biais du cerveau, ce qui n'est pas du tout la même chose que d'avoir les sensations par rapport à un être de chair. C'est complètement différent. Puis vous savez très bien que l'érotisme, c'est la pornographie des autres. Je pense qu'il y aura des intelligences artificielles ouvertes, OpenIA, qui seront programmées différemment, et c'est toujours comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'il y aura des programmations un peu standards. D'ailleurs, vous pouvez faire bugger une intelligence artificielle si vous insistez en posant une question, au bout d'un moment, elle ne peut plus s'en tirer. Posez-lui la question si le réchauffement climatique est uniquement dû au carbone, vous verrez, elle bug au bout d'un moment. Ça fait d'ailleurs partie d'une des lois d'Arthur C. Clarke, une technologie suffisamment avancée ne peut pas se distinguer de la magie. Donc pour nous, avoir une intelligence artificielle qui ferait émerger la conscience, ça paraît de la magie, mais après tout, pourquoi pas ? Mais je pense que même s'il y a une conscience, elle restera une conscience d'intelligence artificielle et pas une conscience humaine. Est-ce que l'intelligence artificielle pourra rêver ? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle pourra avoir de l'humour ? C'est le mimétisme pour l'instant qui prime dans l'intelligence artificielle. Alors vous avez une très belle nouvelle d'Isaac Asimov qui s'appelle L'homme bicentenaire, où les robots ont toutes les sensations des êtres humains, mais il n'y a qu'une chose qui leur manque, c'est la mortalité. Et donc dans cette nouvelle, un robot accepte d'être mortel pour être hissé complètement au rang humain. Et le même Isaac Asimov avait écrit une nouvelle qui s'appelle La solution finale, où l'humanité essaye de lutter contre l'entropie, le désordre. Vous savez qu'il y a un mouvement naturel qui amène le passage de l'ordre au désordre. Et les ordinateurs de plus en plus gros, les intelligences artificielles, essayent de répondre à la question. Et quand ils répondent à la question, l'univers s'autodétruit. Voilà. En ce qui me concerne, je trouve qu'une piste intéressante nous est donnée par l'analyse inverse. Tu sais, il y a un certain nombre de personnes qui ont testé récemment la machine en disant « Trou, si tu avais des intentions sataniques, comment est-ce que tu ferais pour détruire l'Occident ?» Puis la réponse qui est donnée ressemble beaucoup au programme qui est mis en œuvre aujourd'hui. Donc on peut partir du principe qu'un système qui est capable d'identifier les problèmes avec autant de précision pourrait donner des bonnes suggestions. Toutefois, dans la compréhension évidemment limitée que j'en ai, on est limité par le fait que ce sont des systèmes computationnels. Donc ils peuvent être très performants face à une connaissance qui est finie. Et ce qui est fini, c'est ce qui est compliqué. Mais le complexe, c'est ce qui ne peut pas être épuisé par l'analyse, ce qui s'échappe toujours. Et donc, je ne vois pas comment une intelligence artificielle, sauf à mimer notre manière de pouvoir être compétent dans le complexe, puisse acquérir cette fonctionnalité-là. Pour le dire en termes plus simples, c'est cette complémentarité entre la sensibilité et la rationalité. Maffezoli a proposé l'idée qu'un excès de rationalité devient morbide.
rationalisme morbide dont on voit beaucoup d'effets aujourd'hui, et qu'au fond, il faut un équilibre entre les deux. Trop de rationalité, ça devient desséchant et déshumanisé. Trop de sensibilité, ça devient spéculatif ou incertain. Il faut un équilibre entre ces deux, j'ai envie de dire. Et le propre de la sensibilité, c'est que ça n'est pas fini. Justement, c'est cette vieille métaphore fausse entre le cerveau droit et le cerveau gauche. C'est pas du tout localisé comme on le disait à l'époque, mais rationalité et créativité, ça c'est spécifiquement humain. Et je doute en ce qui me concerne que la machine soit jamais capable d'arriver à cela. Toutefois, tout en respectant cette complexité qui est la nôtre, je pense qu'on peut aller très loin dans le fait de mettre à profit les futurs systèmes d'intelligence artificielle, dans le fait de mieux reconnaître certaines réalités que nos propres distorsions peinent à reconnaître. Par exemple, quand je vois les enjeux d'architecture et d'urbanisation, qui aujourd'hui sont très cérébraux. Donc on apporte des réponses cérébrales avec des normes à des besoins d'aménagement du territoire, mais je veux dire, le fait que des technocrates puissent imaginer que ça soit bon de vivre dans des trucs aussi moches, aussi... Alors c'est peut-être bien pensé sur un plan rationnel, mais c'est tellement contraire à ce qui fait justement nos besoins de vie dans une sensibilité ouverte, et peut-être par hypothèse que des intelligences artificielles puissent nous aider à être moins cons que les technocrates actuels, mais de toute manière, à condition que le final cut, comme on dit en cinéma, reste du côté de l'humain, et notamment dans le fait que souvent c'est en sortant de la modélisation que la vraie solution se situe, précisément parce qu'aucune modélisation ne peut épuiser la complexité du vivant. C'est donc porteur d'espoir, ça veut dire que l'intuition a encore un rôle à jouer, et oui. nous la possédons fort heureusement. Et surtout si on l'éduque. Surtout si on l'éduque et ça qu'on se développe, dans... je pense qu'il faut développer des pédagogies de l'intuition. Ouais. Ça se développe, on a développé des technologies de l'analyse. On voit où ça nous a mené. Enfin, je rappellerai à Jean-Dominique la phrase de Raymond Aron, qu'on le soit de gauche ou de droite, on est toujours hémiplégique. Il parlait de la politique. Bonsoir. De quelle marge de manœuvre dispose-t-on ? Je fais référence à ce que Jean-Dominique disait au début, qui était on voit que les gens qui nous dirigent n'ont rien à fiche des leviers qu'on pouvait utiliser dans le passé. Moi, ce que je vois gros comme une maison, c'est que si 2030, il n'y en a plus de monnaie, donc on ne peut plus faire aucun échange sans être autorisé à le faire. Je crois que la monnaie se dématérialise dès cet été en France, en tout cas. De quel levier dispose-t-on aujourd'hui ? Hormis la foi, bien sûr. Merci de finir comme ça, parce que je crois que vous donnez le fin mot de l'histoire. Si vous voulez, leur plan est tellement bien foutu et ils ont tellement de leviers et de moyens d'action qu'on a toutes les raisons d'être pessimiste. Toutes. Donc, pourquoi pas ? Maintenant, la beauté de la vie, c'est que même les plans les mieux ficelés, vous savez, il y a un petit adage que j'aime bien, c'est qui dit « Si tu veux faire rigoler Dieu, fais des plans ». Ça ne se passe jamais comme on l'a prévu. Et même les plans les mieux ficelés peuvent, à la faveur d'un battement d'aile de papillon ou d'un caillou dans la chaussure, complètement partir dans l'autre direction. Donc je dirais qu'objectivement, on a toutes les raisons d'être inquiet, voire de désespérer. Mais c'est là aussi où je me permets de rappeler cette différence, vous l'avez fait avec la foi, entre l'espoir et l'espérance. Et l'espoir, c'est quand on attend quelque chose de précis. Il y a cette jolie phrase de Jean-Yves Leloup que Odile Ouaché m'a rappelé. Avec l'espoir, on est déçu à la mesure de notre attente. Donc si on veut mettre en échec l'agenda 2030 et qu'on en fait un espoir, vous voyez, on est peut-être mal barré. L'espérance, c'est autre chose. C'est le fait de garder envers et contre tout cette foi que la vie a des ressources qui dépasse la compréhension qu'on peut en avoir, et qu'on ne sait pas à quel moment, sous quelle forme, mais qu'il y a un potentiel d'espérance qui est en permanence là, et qui, ne serait-ce que pour pas nous... Je veux dire, désespérer, c'est bête. Ok, tout est très noir, tout a l'air mal barré, alors quoi, je reste là, et puis j'ai l'impression d'avoir un caillou de 30 tonnes sur les épaules. Bon, c'est une option. Est-ce que c'est la meilleure pour moi ? Entretenir des espoirs illusoires, c'est une autre stratégie.
Je me fais croire qu'il suffit de pas voir le négatif, qu'il suffit d'imaginer que tout ira bien et youpi, ça se passera. Ça risque de mal se terminer. Puis il y a cette position de l'espérance, que je vais te dire, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. A priori, on est très mal barré, mais la vie a des ressources de toute manière, advienne que pourra. Mais ce qui compte, c'est le chemin de pas en pas. Et je me permets de rappeler, c'est pas de la démagogie ou de la pensée positive, mais pour moi, la victoire, elle est ici et maintenant. On est déjà dans la victoire parce qu'on ne s'est pas laissé soumettre, on ne s'est pas laissé désespérer, on ne s'est pas laissé être rendu amer ou acide. On n'est pas tombé dans le mimétisme face aux gens d'en face. Donc on est déjà en train de vivre la victoire. De toute manière, on mourra tôt ou tard, donc le fin mot, il n'est pas sur cette terre d'une certaine manière. Donc voilà, mais je suis d'accord, concrètement, il y a beaucoup de lieux, il y a tout lieu d'être inquiet. Toutefois, même avec les meilleurs plans du monde, ça risque de leur péter à la figure, c'est ce que j'espère, et attendons. Quand tout est désespéré, il est beau d'être optimiste, déjà. Comme disait Jean Rostand, c'est la nuit qu'il est beau de croire en la lumière. Et la deuxième chose, c'est que nos émotions nous connectent à d'autres dimensions que la physique théorique étudie, et donc être en chambre haute, c'est nécessaire pour déjouer leur plan. Alors, si on regarde... Ici, ils sont les maîtres de la matière. C'est le pot de fer. Mais nous avons une dimension supplémentaire qu'ils n'ont pas. Et c'est là leur talon d'Achille. Et c'est pour ça qu'ils essayent de détruire la religion, la spiritualité, etc. et de nous mettre en chambre basse. À chaque fois que vous arrivez à contacter une énergie haute, eh ben c'est une potentialité pour que ça se passe pas dans leur direction. Merci.